crois que ce sont d'abord des questions d'amitié. Rosa est venue travailler à Lyon en 1991 pour engager un travail de recherche avec moi. Et nous avons travaillé ensemble. Elle a passé son doctorat à Lyon 2 d'une manière fort brillante. Et ça a été une collègue qui est très vite devenue une amie. Le travail qu'elle voulait faire entrait aussi en résonance avec la sensibilité que j'avais à l'époque pour les questions de représentation. Pour elle, la représentation de l'espace à l'université, chez des médecins, chez des architectes et chez des psychologues. Et elle a fait un travail méthodologique qui a été élaboré avec beaucoup de soin, qui a demandé plusieurs années de préparation pour aboutir à une thèse tout à fait remarquable. Et je savais qu'elle avait été formée par Pichon-Rivière en Argentine et que sa connaissance de Pichon-Rivière et son expérience de travail avec les groupes d'enfants, c'était sa grande spécialité en Argentine, faisait entendre en elle une clinicienne très fine. Donc j'ai suivi l'ensemble de sa formation, de sa carrière, de sa prise de responsabilité, de création de son association Absilien, et puis la place qu'elle a prise à l'association internationale. Et quand elle a été nommée présidente et a eu le projet de faire tenir à Lyon ce 8e congrès de l'association internationale, j'ai immédiatement répondu que je serais présent au titre du thème qu'elle avait introduit, par amitié et aussi pour le plaisir de retrouver des amis que j'ai connus en Argentine. Depuis 1985, j'allais assez régulièrement en Argentine pour enseigner, soit dans des écoles, des associations de formation de psychothérapeutes de groupe, soit dans les universités. Et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré Roberto Losso, Janine Puget et encore d'autres, Isidro Bernstein. Je nomme aussi Marcos Bernard, qui a été quelqu'un de tout à fait important pour moi. Et Roberto et Anna ont aussi beaucoup compté par l'accueil qu'ils m'ont réservé dans leur famille, dans les promenades que nous avons pu faire ensemble, pour discuter avec eux de la situation politique en Argentine. Et je pense que mes séjours successifs en Argentine ont confirmé la sensibilité que j'avais, mais qui n'était pas aussi affirmée du rapport entre le champ politique, social et les processus psychiques. C'est une grande préoccupation des Argentins, des Uruguayens également, des Mexicains, des Brésiliens, que de faire cette articulation. Et je pense sans doute que le travail que j'ai pu faire entrait lui aussi en résonance avec leurs préoccupations. Parmi tous les ouvrages qui ont été présentés lors du pré-congrès, on a vu le vôtre. On a cru qu'il y avait une faute sur la première page, mais en fait, il y a une vraie explication à ce mal-être qui n'est pas en mots composés. Tout d'abord, il me semble que pour parler de ce que Freud appelait le malaise dans la civilisation, qu'il y a un écart considérable entre ce qu'il vivait autour de la crise de 1929, autour de la montée des fascismes en Europe, qu'il vivait également en se demandant ce que la psychanalyse pouvait penser, apporter comme outil conceptuel pour rendre compte de ce malaise. Il était donc dans une période dont les prémices ont donné ce qu'il n'a pas connu directement, sauf un peu avant le début de la guerre de 1939, en immigrant à Londres, et les grandes catastrophes de cette partie du siècle dernier qui commence avec la guerre de 39-40, la Deuxième Guerre mondiale, mais qui se prolonge également par toute une série de mouvements dictatoriaux, d'effondrement des sociétés. Après l'effondrement des sociétés de consommation, le mouvement mondial, enfin de 68, il n'a pas connu la bombe atomique, il n'a pas connu les grands génocides qui se sont produits à partir de cette époque et jusqu'à la fin du siècle et au début de celui-ci. Et ça a donc transformé les conditions de vie, les conditions d'organisation de la vie psychique, c'est ce que je soutenais dans la ligne de Freud. Ça a engendré des souffrances psychiques d'origine sociale, pour reprendre le terme de Freud, et c'est la nécessité de faire une révision de la position de Freud, tout en travaillant avec ce qu'il avait apporté. Mais surtout, pour cette analyse, nous étions dotés d'outils dont Freud ne disposait pas, c'est-à-dire tout ce qui concerne les dispositifs de travail psychanalytique multisubjectifs, c'est-à-dire les dispositifs de travail qui ne sont pas ceux de la cure, qui organisent le travail psychanalytique dans cette rencontre particulière qu'est le patient de l'analysant et l'analyste, donc deux personnes, et ces situations multisubjectives où quelque chose que Freud avait pressenti en disant il y a une extension de la psychanalyse qui va changer sans doute les données de la pratique psychanalytique, et la cure psychanalytique sera une des manifestations de la psychanalyse. Donc il avait cette vision
que quelque chose était possible et devait être inventé pour faire face au malaise. Donc ce qui s'est passé, c'est que ces dispositifs nous mettaient directement en rapport, si on les lisait, avec le souci de comprendre comment s'articule l'espace interne, l'espace subjectif, l'espace des liens et l'espace des ensembles multisubjectifs. Là, nous avions des outils et nous pouvions alors mieux saisir comment ça interfère ces trois espaces, au point où nous pouvons déceler que dans l'espace intrapsychique, il y a des formations psychiques qui appartiennent à l'ensemble, et pas seulement à l'individu, mais qui sont propres à l'ensemble, qui le constituent. Ça, c'était nouveau quand même comme démarche, et donc c'est à partir de cette problématique, en découvrant ces trois espaces, que j'ai essayé de montrer comment dans chaque espace, il y a des formations psychiques inconscientes, spécifiques, qui font que leur écart, mais aussi les passerelles entre ces espaces, permettent de comprendre la dynamique conjointe de mouvements thérapeutiques chez le sujet, dans ses liens et dans les groupes. Alors, tout ceci est évidemment inclus à un autre niveau, qui est celui des institutions, de la société, des cultures, etc. Mais là, nous ne pouvons que spéculer. C'est-à-dire faire le travail que Freud avait fait quand il a commencé à parler des groupes. Il n'avait pas de référent méthodologique pour le faire, mais il n'excluait pas que ça puisse être un jour possible. Et c'est ça que j'ai essayé de faire. Et encore une fois, je dois ici à la stimulation de la pensée des sud-américaines, dans tous les pays que j'ai visités, dans lesquels j'ai travaillé, pour travailler non seulement théoriquement, mais aussi cliniquement, pour essayer de comprendre les effets de la dictature, les effets des disparus, la reviviscence chez les personnes qui avaient vécu la Shoah et qui étaient retournées en Argentine comme survivants, ce qu'aujourd'hui ils avaient à revivre dans le contexte politique de la dictature. J'ai travaillé donc ainsi en Argentine et en Uruguay. Lorsque nous avons demandé à Janine Puget quel est le message qu'elle pourra adresser aux jeunes qui souhaitent se lancer dans ce secteur d'activité, elle nous a tout de suite répondu « Je vous répondrai le contraire, monsieur. Nous avons, nous, anciens, à apprendre des jeunes. » Donc en fait, l'idée, c'est que chacun doit faire un pas vers l'autre. Est-ce que c'est votre conception, votre vision de cette transmission aussi ? Je peux l'adopter dans la mesure où la transmission n'est pas linéaire. Et comme on a tendance à la penser, ça va du haut vers le bas, de la génération antérieure vers la génération plus jeune. En réalité, je crois qu'effectivement, les jeunes nous transmettent aussi de nouveaux modes de vie, les inventent, qu'ils ont quelque chose qu'ils créent, ou qu'ils sont dans la souffrance de ne pas pouvoir le créer. Et ça nous intéresse de l'élaborer avec eux. Mais je pense aussi que ce qui, et là nous avons peut-être une vision différente, c'est peut-être remarqué dans la conférence qu'elle a faite, je ne pense pas qu'on puisse seulement vivre dans l'ici-maintenant de la relation présente. Je pense que nous vivons dans cette relation, dans une empreinte du passé qui se modifie par la nouvelle rencontre. C'est-à-dire que, par exemple, dans un lien de couple, les alliances inconscientes, ce qui fait que deux personnes font lien avec des éléments inconscients, ce sont des choses qui à la fois appartiennent à leur histoire, qui se remet en mouvement, mais qui a une singularité du fait de la rencontre avec un autre qui ne sont ni ses parents, ni ses frères, ni ses sœurs, etc. Il y a quelque chose qui se construit là, dans l'instant, c'est vrai, dans le mouvement de la rencontre. Cependant, je pense que le passé a une puissance de répétition, dont il faut connaître les effets, et que de ce passé-là, nous, à notre génération, nous sommes à la fois ce qui nous a constitués et ce que nous transmettons. Donc c'est important de ce point de vue alors de nous laisser interroger par ce qui nous conduit à penser ce que nous pensons et à transmettre ce que nous transmettons. Donc si un jeune vient vous voir, quel est le conseil que vous leur donneriez en premier ? Alors le premier conseil que je leur donnerais en premier, c'est celui par lequel je conclue souvent mes conférences à l'université ou là où je rencontre des jeunes, c'est la psychanalyse a une nouvelle vie. Donc vous êtes la génération qui va porter plus loin cette nouvelle vie. La crise de la psychanalyse est une crise de civilisation, elle est prise dans toutes les crises de mutation, de représentation, de politique, des repères théoriques, des paradigmes, etc. Et vous êtes en quelque sorte à la fois les héritiers et ceux qui allez continuer, parce que ce que nous vous proposons, c'est aussi quelque chose qui
peut servir d'outil à la compréhension de cette grande mutation qui est celle qui s'est préparée depuis la fin du siècle dernier et qui s'accentue avec le XXe siècle. Donc si vous vous engagez là, vous allez revivre un temps de l'histoire de la psychanalyse qui elle aussi aura peut-être un jour sa fin ou sa transformation. Donc préparez-vous et vous êtes outillé par la situation que vous avez dans cette nouvelle société, dans cette nouvelle culture. Vous êtes préparé à avoir une pensée du multiple et de l'hétérogène. Ça fait problème quelquefois parce que l'hétérogène, ça peut être aussi trop de chaos. Vous êtes dans cette culture-là. Pendant longtemps, nous nous sommes arrangés pour ne voir que ce qui était stable. Vous vivez ce qui est instable et c'est dans cette direction qu'il faut travailler. On est sur le 8e congrès de l'AIPCF. Comment vous voyez évoluer ce genre de rendez-vous? Ce genre de rendez-vous, il est marqué par ce que Rosa tout à l'heure appelait un changement, une refondation en quelque sorte. C'est-à-dire que l'accent qu'elle et son comité ont mis dès la présentation d'hier, de présenter des ouvrages qui représentent différentes tendances, différentes versions de la problématique du soin psychique orienté par la pensée psychanalytique en construction, cette perspective-là déjà nous introduit dans du multiple et dans de l'hétérogène. Au risque du malentendu, au risque de l'incompréhension, mais c'est un risque qui est au moins actualisé, sur lequel il peut être tenu une pensée, un discours. C'est ça l'avenir, c'est les sources diverses de la pensée, non seulement dans le mouvement psychanalytique qui organise donc le travail avec les couples, les familles et les groupes, mais aussi dans le rapport avec d'autres disciplines. Il y a manifestement des personnes qui ont écrit les livres qui ont été présentés, qui ont des formations qui ne sont pas des médecins, qui ne sont pas des psychologues, mais qui sont des travailleurs sociaux, par exemple, qui apportent une autre expérience que celle des psychologues, qui sont dans une proximité où la question de comprendre, d'agir et de mettre en œuvre des structures sociales ou de les créer est une nécessité pour transformer, prendre en compte le niveau méta dont je parlais ce matin dans la conférence. Et si vous voulez, d'une certaine manière, je critique aussi la formation que j'ai proposée aux étudiants. Avec d'autres, c'était comme ça toute l'université il y a quelques années. C'était une université qui s'adressait aux psychologues en tant que futurs psychanalystes potentiels. C'est-à-dire que pour devenir psychanalyste, c'est Pontalis, un psychanalyste français qui disait cela, il faut avoir renoncé à quelque chose d'antérieur pour pouvoir découvrir la psychanalyse comme une démarche différente. Cette formation différentielle, elle peut être rationalisée en se fondant sur l'interdisciplinarité. Par exemple, aujourd'hui, un historien nous aurait parlé de ce qui a été évoqué par le vice-recteur et ce que j'ai évoqué au début de ma conférence. C'eût été très bien qu'il y ait ce discours-là, ou le discours du philosophe, avec la recherche simultanée des différentes versions d'un noyau constitutif de l'approche psychanalytique. Et c'est en ce sens que nous devons simultanément travailler à un nouveau paradigme concernant l'inconscient, le sujet de l'inconscient et bien sûr la façon dont l'inconscient est distribué, non pas seulement dans un seul espace psychique, mais dans plusieurs espaces psychiques. Ça implique une révolution dans la conception de la métapsychologie classique issue de la cure, qui ne peut pas être appliquée telle qu'elle à des situations qui nous enseignent autre chose, qui nous révèlent d'autres formations de l'inconscient, comme par exemple les alliances inconscientes. C'est là qu'on le découvre. Je vais vous demander de vous prêter à un exercice un petit peu particulier. Je vais vous donner 3 noms de personnes qu'on a plus ou moins citées déjà dans cet entretien. Il faut que vous mettiez en face un adjectif qui les caractérise. Roberto Losso. Attention, il est peut-être pas loin. Accueil. Janine Puget. Pensée du risque, risque de la pensée. Rosa Khaitin. Courage et capacité créatrice dans l'invention des liens et des institutions. René Caes. C'est le plus dur celui-là. Hein. Ah, c'est le plus dur, oui, vous m'en aviez annoncé 3, non? Oui, mais il y en a un 4e qui m'est venu comme ça. Ah oui, c'est ça, oui, d'accord. Peut-être que c'est monsieur Roberto Losso qui va le dire. Ah, peut-être bien. Monsieur Roberto Losso, un mot qui pourrait décrire René Caes, ça serait? Un mot. Créativité exceptionnelle. Unique. Vous êtes tous les deux pareils. On vous dit un mot, mais vous en sortez 2 ou 3. Mais bon, je remercie Roberto parce que je pense aussi cela de moi, mais je ne pouvais pas le dire comme ça. C'est beaucoup mieux qu'il le dise parce que ça reconnaît ce que je pense de moi. En plus. Pour
terminer, un message personnel à toute l'équipe de la IPCF. Mon admiration, mon respect pour leur propre capacité de respecter chacun dans une assemblée de congrès où trop souvent on est plus attentif à l'objectif du congrès et de l'institution qu'aux personnes qui la font vivre. Bien sûr, je pourrais terminer par un remerciement très fort à l'association internationale, mais aussi à la façon dont Rosa a su constituer autour d'elle une équipe, à la fois pour gérer l'organisation administrative, mais aussi, surtout, la pensée scientifique de ce congrès. Ça, c'est une reconnaissance qui me va droit au cœur, parce que c'est plutôt comme ça que je conçois les congrès, que plutôt une sorte de présentation dans laquelle les personnes sont là à titre de vedette. Et les 135 communications qui ont été récoltées témoignent, dans leur diversité, de la vitalité suscitée par l'organisation de ce congrès.